Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Oh là là, it's flexing. Bref, donc UFC 256, samedi 12 décembre, Las Vegas, UFC Apex, c'est l'heure des pronostics. Vous savez qu'on est extrêmement brillant dans l'exercice, Polydomso notamment, et donc on va faire toute cette main card de l'UFC 256 qui est mine de rien particulièrement intéressante parce que cette UFC 256 est sous les radars, mais vous allez voir que les combats sont particulièrement intéressants. On va commencer par l'ouverture de main card, par notre Cyril Gane national. Plus gros combat de sa carrière contre Junior Dos Santos. On a déjà fait la preview dédiée de ce combat qui est sorti hier. Et puis lundi, c'était donc le Common Event. Donc Cyril Gane, Junior Dos Santos, mon cher Polydomso. Quel est le pronostic? Combat qui se disputera en 3 rounds. Pronostic, une boucherie. Non, je déconne. Pronostic, je dirais Cyril Gane par décision unanime. Eh ben, same here. Same. Easy peasy, je pense qu'il va déborder, Junior Dos Santos. Voire même à la fin, potentiellement, ça va être chaud pour Dos Santos. Avec l'accumulation de coups. Et je dis ça, et les gens qui me connaissent savent que je porte Junior Dos Santos dans mon cœur. Mais je pense que là, c'est un peu la phase, vraiment la phase descendante. Il a les armes pour emmerder Cyril Gane. Vraiment, s'il a le bon match-up, s'il ne cherche pas à faire du vintage Dos Santos, s'il ne cherche pas à boxer en ligne uniquement et à placer sa perpétuelle overright hand dissimulée, maintenant c'est même plus dissimulé par le jab au corps parce qu'il le fait tout le temps. S'il a une autre stratégie, qui cherche à faire des low kicks, à accrocher, à lutter contre la cage, il peut vraiment être un test très intéressant pour Cyril Gane. Maintenant, je pense que je pense pas qu'il aura ce game plan là. Je suis assez pessimiste là-dessus et donc je pense qu'il va essayer de boxer à distance avec Cyril Gane et que du coup, comme il est beaucoup moins rapide et beaucoup moins complexe Cyril Gane, il y a un moment donné, Cyril Gane va assez rapidement lire le jeu de JDS et va le déborder, je pense. Comme ça. Décision unanime également pour ma part, même si c'est vrai que je te rejoins. Il pourrait tenter des choses, notamment moi je pense au Junior Dos Santos qui a affronté Tai Tuivasa qui avait été assez intéressant. Certes, c'était Tai Tuivasa, mais il avait proposé des choses, mais ouais, là pareil, je le sens pas trop. Je le sens pas trop, notre cher Junior Dos Santos. On va passer à un combat qui s'annonce, en tout cas, nous on pense, un petit peu plus incertain, entre Kevin Holland, l'homme en forme de cette année 2020 à l'UFC. 5e combat, il va tenter de devenir, je crois, le premier ou le deuxième à l'UFC avec 5 victoires en une seule année face à Jacare Souza. Plus gros test de sa carrière. Jacare Souza qui est sur 2 défaites consécutives face à Jack Hermanson par décision unanime et face Gastelum. à... non, pas Gastelum, non, face à... En light heavyweight contre Blakovic. Ah oui, Blakovic, pardon, effectivement. Par décision partagée, donc là, qui redescend chez les middleweight. Pour ma part, ça va être un peu court, je pense, pour notre cher Kevin Holland. C'est ultra courageux. Kevin Holland, j'ai bien aimé sa stratégie pendant ce confinement. Il s'est dit, c'est le confinement, ils ont besoin de combattants. Je vais prendre tous les combats. Même si c'est des mecs qui n'ont pas mon niveau, mais comme ça me permet d'enchaîner des victoires et d'avoir un palmarès important à l'UFC. Il a une bonne technique debout et il a de bons scrambles aussi, donc c'est un combattant assez compliqué. Il est très prometteur, je trouve. Il a beaucoup de potentiel. Il a mis KO, il me semble, Buckley, là, le gars qui a fait le super KO ultra connu, qui est ultra viral là, et sachez que Kevin Holland l'a mis KO. Oui. Donc ça, en fait, moi je vais te dire, tout dépend du niveau de forme dans lequel arrive Ronaldo Souza. Si Souza a encore un peu de jus, je pense qu'il devrait gagner en fait ce combat. Je pense qu'il devrait à un moment donné réussir à créer l'accrochage, amener au sol et là il a un tel savoir-faire au sol que même si c'est plus la même vitesse d'exécution, ni le même athlétisme, ni la même puissance, il a
il a des années-lumière du mec moyen, en fait. Mais est-ce qu'il y aura termes cette de- recherche-là de la part de Jacare? Parce que c'est ce qui me fait un peu, ce qui C'est m'angoisse trois un peu. rounds, Parce que, c'est ouais. 3 rounds, donc il peut moins se crever parce que généralement, ce qu'il avait coûté dans ses derniers combats, c'est qu'il s'épuisait à essayer d'amener au sol. Et en fait, Jacare, il a eu pendant une période de bons double leg, mais c'était pas parce que c'était technique, c'est juste parce que le mec était un monstre C'est d'athlétisme. ça. Il explosait, il n'y avait même pas de setup, même pas de fin de changement de niveau. Dès qu'il te voyait que tu étais à peu près près de la cage, il explosait en double. Et c'était des doubles nus, quoi, vraiment nus. Et ça marchait jusqu'à ce qu'il commence un peu à ralentir. Et là, du coup, comme il a un peu moins d'explosivité, bah, on peut anticiper. Et donc, du coup, comme il n'a pas la technique de lutte en enchaînement qui lui permettrait d'évoluer par rapport à une position qui serait un fail en double, il se bloque généralement dans ces positions-là et il perd de l'énergie. Moi, ce que j'aime beaucoup, en revanche, qu'il avait montré notamment dans son combat contre Weidman, c'est sa boxe au corps Ouais. qu'il a développée. Et ça, mine de rien, contre un mec qui est un peu flashy et un peu, on va dire, un peu styliste, mais bon, c'est une catégorie un peu générale comme Hollande, ça peut marcher. Parce qu'il peut surprendre Hollande comme ça et lui faire très très mal, je pense, avec des coups au corps. Mais tu Donc, regrettes pas qu'il ait un petit peu abandonné son sol, justement, de Jacare sur ses derniers combats? moi, je pense qu'il faut s'adapter. C'est-à-dire peut-être qu'il peut plus en fait faire Ouais. l'effort de tenter de mettre au sol les gens. Parce que ça lui a coûté le combat, à mon avis, le combat charnière comme ça, où vraiment il y a eu un tournant, c'est son combat contre Whittaker, où Mhm. il Ouais. s'est vraiment épuisé, il s'est tué en fait pendant le combat, essayer de mettre au sol Whittaker. Et Whittaker a juste eu à le cueillir une fois que le combat est revenu en position debout en fait. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passaient un certain âge n'ont plus la possibilité de lutter. On connaît, hein, tu prends un mec comme Quinton Rampage Jackson, tous ces Mhm. mecs-là qui étaient des gros lutteurs et qui sont passés de lutteurs à brawler, striker brawler, quoi. Et ça, c'est pas parce qu'ils ils ont abandonné ou ils sont tombés amoureux de leurs mains. C'est à mon avis, c'est pas que pour ça. C'est aussi parce que la lutte, c'est un des trucs les plus difficiles et les plus usants à maintenir. Et donc, quand tu arrives, il a quel âge? Il a 41 ans, je crois, Ouais. Ronaldo Sosa. Mais surtout, ça fait Oui. des années qu'il fait de la 41, ouais. compétition. Il fait de la compétition. La C'est vache. Ronaldo Sosa, je pense qu'il a commencé à faire de la compétition. Ça devait être un adolescent en JGB. Il a toujours été au plus haut niveau. Mhm. Donc, je pense très certainement qu'il a adapté son jeu en fait. Parce qu'à mon avis, il est plus capable de faire ce qu'il faisait quand il était au Strike Force et qu'il explosait sur des doubles, tu sais, du début de la cage jusqu'à la fin de la cage. Ouais. Tu vois, genre, et ça, il est plus capable de le faire. Donc, bon, ça pourrait éventuellement passer contre Kevin Holland, hein, parce que Kevin Holland, c'est pas non plus le meilleur des lutteurs. Mais voilà, C'est donc plus, on va dire, au niveau dommage encaissé, où moi, à chaque fois, ça me chagrine. Je pense notamment au combat contre Kelvin Gastelum, ou même contre Hermansson, où tu te dis, tu vois, mais s'il attends, servait un peu de tout, et tu vois s'il quand même, il a mixait réussi à faire un combat complet contre Blachowicz. Il n'est pas à aussi. shutdown du tout. Hein, il est encore très Ah oui, résistant. non, mais c'est pour ça. Il Ouais. est là, mais tu te dis justement, s'il se servait un petit peu de ça, plutôt que de se dire, bah, quand justement rien ne marche, je vais peut-être essayer le sol. Ouais. Bah, c'est ça. Je pense qu'en fait, vraiment, ça peut être. C'est une marche très haute pour Kevin Holland. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, je pense ça dépend principalement de la forme de Souza. Si Mhm. c'est un petit Souza qui arrive, je pense que Kevin Holland devrait gagner. Alors, je ne le vois pas terminer Ronaldo Souza, Non, mais je pense tu sais, l'outstriker, quoi. ouais, je pense Avoir, aussi. Comme ce qui s'est passé lors des dernières défaites. peut-être même, tu sais, peut-être même concéder un round parce qu'il Mhm. ira peut-être au sol et il arrivera à s'en Ouais. tirer avec ses scrambles parce il a des trucs un peu atypiques, comment il se sort de situations un peu compliquées. Et donc voilà. Mais si en revanche, c'est un Ronaldo Souza motivé et qui a un bon game plan et qui a encore un peu de jus, je pense que là, ce sera trop pour Hollande. Donc, comme je dois faire un choix, Alors, le choix. ouais, bah, bon, c'est un peu compliqué, mais je veux dire place aux jeunes. Normalement, je sais pas qui est favori là-dedans. J'aurais tendance à penser que c'est Souza qui est favori, mais là, il y a eu l'aller en light heavyweight et le retour, euh, plus les 2 défaites d'affilée. Enfin, il n'est pas dans une très bonne dynamique, tandis qu'au contraire, Hollande, même s'il a eu une défaite cette année, il me semble, Kevin Holland, mais il a quand même beaucoup de combats. Il est en feu, quoi. Il est en feu, il est dans l'octogone depuis tout le temps accumulé, toute l'expérience qu'il a et la confiance qu'il a gagnée sur ce moment-là. C'est les meilleures dispositions pour aborder un tel combat. Donc c'est pour ça, si je dois choisir un gagnant, je dirais Kevin Holland par
Ouais, décision unanime, mais tu sais, genre 29-28, quoi. Je te dirais, il y aura un round qui sera gagné par Ronaldo Souza. Allez, et waouh, le favori, est Kevin Holland. Ah, c'est parce que je te dis, c'est le côté Ouais. 41 ans, tu reviens d'une catégorie, tu sais, c'est jamais, ça annonce jamais rien de bon, ça, quand tu changes 10 fois de catégorie. Ouais. Kevin Holland est favori et puis Cyril Gane, gros favori aussi face à Junior Dos Santos. Bah, moi aussi, je vois Kevin Holland par décision unanime. Bien, alors maintenant, place au troisième combat de la soirée. Là, pour le coup, là, moi, je trouve que c'est aussi incertain. Donc, Renato Moicano, donc, est maintenant en lightweight, qui affronte Raphaël Fiziev, qui s'était imposé après un superbe combat face à comment il s'appelle, Diakis, Marc Diakis. Marc Diakese, ouais, Sur l'UFC Fight Island, et donc là qui revient, plus gros combat de sa carrière pour Fiziev contre Renato Moicano. Donc là je trouve que pour l'UFC c'est assez bizarre, je trouve, le fait de les mettre s'affronter tous les deux, parce que entre d'un côté Moicano qui faisait partie des mobs chez les featherweight, qui monte là chez les lightweight, qui a eu une première belle victoire, et puis Fiziev qui est un des jeunes quand même talents de l'organisation, je vais pas dire à la fin il ne peut en rester qu'un, mais tu vas potentiellement te mettre un des deux sur le côté. C'est vrai, c'est vrai, et en même temps, c'est un combat que je trouve très intéressant d'un point de vue stylistique. Je pense qu'effectivement, c'était bien que Moicano monte en lightweight. Il est très très bon, Moicano, mais on sentait que là, sur ses deux dernières défaites, je crois que c'est Chan Sung Jung et José Aldo. José Aldo, ouais. Il n'y a rien de déshonorant de perdre contre ces deux mecs-là, mais on sentait que à mon avis, c'est un truc, le cutting devait lui peser énormément. Il n'y a pas de fatigue véritable de Moicano sur ces combats-là. Ouais. C'est juste que les coups qu'il reçoit lui faisaient vraiment mal, quoi. Et ça, je pense que sa résistance, elle sera un peu plus grande en lightweight. Fiziev, moi, c'est une agréable surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, honnêtement, parce que c'était un peu le mec. Alors, je ne sais plus dans quel team il est, mais c'est le coach de striking de la team, en fait. Ouais, c'est Tiger Muay Thai. Il est au Tiger Muay Thai, c'est ça. Et ça se voit. Hein, il a vraiment un style Muay Thai. C'est beau à voir, quoi. Avec des retraits de buste, des trucs. Alors, j'aime bien ce match-up parce que justement, on a un gars qui a un style très très défini, Fiziev. Je pense pas qu'il combatte différemment. Je pense qu'il aborde chaque combat de la même manière. Et il se dit ouais, je vais y aller, je vais faire mon Muay Thai et je vais gagner comme ça. C'est son approche. Tandis que Moicano, c'est un mec qui est très plastique. Il s'adapte très rapidement en fait à l'adversaire qu'il a en face de lui. Et d'un combat sur l'autre, il n'a pas véritablement le même style. On peut dire que c'est quelqu'un qui a un bon footwork et qui a un bon jab, mais par exemple, ce qu'il essayait de faire contre José Aldo, je ne l'avais pas vu faire ça dans d'autres combats et ça aurait pu marcher. D'essayer de timer en fait José Aldo avec le jab, et quand José Aldo fait ses mouvements de tête, d'essayer de l'avoir avec le genou arrière, c'était beau et c'était très intéressant de tenter ça contre Aldo en fait. Ça aurait vraiment pu marcher, et si ça avait marché, ça aurait été un joli KO je pense pour Renato Moicano. Moicano, c'est le même mec qui a rapidement compris qui a su exposer des défauts de Stevens, tu sais, en se déplaçant et tout. Donc tu vois que c'est un mec qui s'adapte rapidement. Donc je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'affrontement entre un mec qui arrive avec un style ultra défini et un autre qui est un peu plus flexible en fait. Parce que là, ça va être intéressant de voir ce que Moicano va essayer de faire pour s'adapter face à Fiziev. Fiziev a des armes qui peuvent vraiment faire mal à Moicano. Je pense notamment à ses low kicks et au fait, tu vois, typiquement Moicano, c'est un mec qui se déplace beaucoup. Donc les low kicks et même timer le low kick quand Moicano lance son jab, ça pourrait être une bonne idée dans la perspective d'un combat qui, à mon avis, va essentiellement se jouer debout. Mais Moicano, de son côté, je pense, peut trouver des réponses face au style de Fiziev. Donc c'est excitant, moi ça me dit bien. Je vais me pencher plutôt du côté de Moicano parce que je pense qu'il a plus d'expérience, il est plus complet et justement je crois en sa capacité d'adaptation face à Fiziev. Ça peut très bien être un désastre ce combat-là pour lui. Il peut très bien se faire mettre KO, c'est-à-dire prendre un peu ce qui était arrivé avec Chan Sung Jung. Ouais. C'est prendre un low kick, être déséquilibré, puis après avoir l'attention focalisée en bas et se prendre un énorme crochet, et il peut se faire éteindre. Ça, c'est vraiment une possibilité. Je le vois aussi, mais j'aurais tendance à penser qu'il va y avoir un premier round d'adaptation pour
pour Moïcano. Et ensuite, Moïcano va, je pense, dérouler un bon jeu. Et va déborder Fiziev, je pense. Eh bien voilà, pour ma part en tout cas, moi c'est KO de Fiziev, je vois KO de Fiziev au deuxième round de notre moi, décision unanime, Moïcano. Allez, co-main event. Co-main event, sans doute le combat le plus attendu de la soirée, entre d'un côté Tony Ferguson, El Koukoui qu'on ne présente plus, et Charles The Bronx Oliveira pour le plus gros combat de sa carrière. Bon, en 3 rounds, là aussi, c'est un crève-cœur de voir ce combat en 3 rounds, mais bon, c'est cette terrible catégorie lightweight finalement. Entre donc le numéro, je crois qu'il est numéro 2, Tony Ferguson. Bref, pour il doit être derrière Justin Gaethje, je pense. C'est ça. Donc Tony Ferguson numéro 3 et Charles Oliveira numéro 7. Alors mon cher Poidobson, on a déjà fait la preview sur ce combat-là. Maintenant, c'est l'heure des pronostics. Il y a de l'incertitude dans ce combat. C'est dans quel état va être Tony Ferguson? Est-ce que le combat contre Justin Gaethje va l'avoir impacté? Et je pense que ça l'aura impacté. D'une manière ou d'une autre, que ce soit mental ou physique, tu ressors pas indemne d'une ordalie de cette ampleur. Du coup, j'aurais quand même tendance à pencher plus du côté de Ferguson. Malgré ça, sauf catastrophe, c'est-à-dire il a plus de menton, ou il s'est pas bien entraîné du tout parce qu'il n'était pas mentalement dans le truc. Je pense que ça va être très excitant. Mais il a en face de lui quelqu'un qui rentre un peu dans sa philosophie de combat, qui veut aussi la victoire à tout prix, mais pas la victoire au point, pas la victoire sportive. C'est quelqu'un qui vient pour finir ses adversaires. Oliveira, Tony Ferguson, c'est la même chose, sauf que Tony Ferguson, il a un peu plus roulé sa bosse dans ce domaine-là. Il a aussi, je pense, il a plus de durabilité mentale qu'Oliveira. Il est plus complet debout. Et au sol, même si je pense qu'Oliveira est meilleur, je vois mal Oliveira arriver à soumettre Tony Ferguson. Ouais. Oliveira aurait éventuellement une voie qui serait celle d'essayer de contrôler, de contrôler en grappling Tony Ferguson, un peu à l'instar de ce qu'avait tenté de faire Danny Castillo. C'est peut-être une des solutions, mais considérant l'approche qu'a eu Oliveira sur la plupart de ses combats, je pense qu'il va essayer de faire du Oliveira. Et donc à choisir, je pense TKO round 2 pour Tony Ferguson. Moi je vois TKO 3e round quand même pour Tony Ferguson. Mais je pense par contre que ça va être un combat plaisant. Juste là pour le coup, je pense que Charles Oliveira va se rendre compte que on peut briser des hommes, mais on peut difficilement briser Tony Ferguson. Et je te rejoins complètement aussi sur le fait de, par contre, quel Tony Ferguson on va avoir. Là, c'est un petit peu la grosse incertitude là-dessus. Moi, j'espère vraiment que le combat contre Justin Gaethje, c'est pas le combat qui l'a brisé, qui fait que voilà, il y aura eu un avant-après Gaethje, qu'à partir de maintenant, ce sera un Tony Ferguson complètement différent. Mais parce que il a eu quand même, il a eu 7 mois pour revenir et tout. Mais c'est chaud quand même parce que il a 37 ans. Il a 37 piges. 37 ans et il a fait beaucoup de guerres et 36 ans. 36 ans. Ça peut très bien être la guerre de trop pour lui contre Justin Gaethje. Donc c'est vrai que là il y a le X factor, il est là. Il est vraiment la grosse incertitude, c'est ça, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup d'incertitude sur le niveau d'Oliveira. Je pense qu'Oliveira est en forme. Il est en confiance sur ses derniers combats. Tandis que Tony Ferguson, c'est un peu compliqué. Mais bon, Tony Ferguson, c'est Tony Ferguson aussi. Donc, rien ne peut lui être arrivé. C'est-à-dire, il peut arriver comme si rien s'était passé aussi. C'est envisageable. Donc voilà. Bon, moi, du coup, je table sur le fait que même si, à mon avis, il y aura eu un impact de ce combat-là, il ne sera pas trop important. Je l'espère et je le souhaite à Tony Ferguson en tout cas. Oui, non, c'est clair qu'il ait une belle sortie digne de ce nom, parce que c'est vrai que notre cher Tony mérite quand même, on l'avait dit juste avant ce combat de l'UFC 249. Place maintenant au main event, donc Deiveson Figueiredo qui revient face à Brandon Moreno. Les deux étaient sur la carte de l'UFC 255. Les deux se sont imposés par finish. Ils reviennent 21 jours plus tard seulement en main event de l'UFC 255
pour le titre flyweight. Moi, la seule grosse, donc clairement pour moi, c'est Figueiredo qui part grandissime favori. Seule quand même crainte que j'ai, c'est on sait qu'il fait des gros cuttings, 21 jours, tu vois, pour se remettre du premier et directement repartir. Je trouve que ça sent mauvais quand même pour lui. Ouais, effectivement, c'est un risque. Après, bon, s'il a confiance en lui, Oui. peut-être il sait que. Non, mais peut-être c'est un suicide hein, qu'il fait. Hein, j'en sais rien. C'est vrai qu'il cut beaucoup pour cette catégorie. J'aurais tendance à penser toutefois que s'il a pris cette décision, il l'a pas pris seul. Il y a son entourage et tout. Donc, il est devenu vraiment professionnel, Figueiredo, et depuis qu'il est vraiment professionnel, on sent l'écart de niveau. C'est vraiment ça qui est impressionnant avec des mecs comme Figueiredo encore plus, mais aussi Cannonier et tous ces gars-là, c'est de se dire que ces mecs-là pendant un moment ont combattu en étant à l'UFC, à l'UFC. Ouais, à l'UFC en ayant un boulot. Enfin, je sais pas combien de boulot faisait Figueiredo. C'était coiffeur, Cuisto, ouais, coiffeur et cuisto. cuistot, il faisait un troisième truc. Enfin bref, c'était aberrant quoi. Il faisait 3 trucs et il était combattant à l'UFC quoi. C'est de la folie furieuse. Donc non, donc ouais, respect à Figueiredo, c'est un fou furieux. J'aime bien. Il apporte quelque chose qu'il n'y avait pas dans la catégorie flyweight. Et ça, c'est cool, tu vois. C'est triste, hein, mais la malédiction de Demetrius Johnson, quand même. Il faut qu'on en parle. Parce que depuis qu'il est parti, c'est peut-être encore à mes yeux, je pense, le plus grand flyweight de tous les temps. Parce qu'à ce côté long règne aussi, qu'aucun n'a eu. Et je le considère même meilleur, tu vois, d'un point de vue en général que même Cerudo et même Figueiredo. Mais le truc, c'est que c'est les deux champions qui l'ont suivi ont fait plus en quelques mois en termes de prise de risque, de panache, d'attirer l'attention que lui quoi. C'est un peu une leçon hein, c'est triste pour lui et surtout Figueiredo sans être une star. Moi c'est là aussi où je lui tire ma casquette à ce Figueiredo, c'est parce qu'il a réussi à apporter en termes d'attitude quelque chose de complètement différent où t'as pas besoin de faire du trash talking ou d'être même américain. Le gars il est brésilien, c'est pas le gars le plus connu, mais pourtant il y a vraiment quelque chose qui se passe avec lui où tu te dis c'est ça. On peut faire 57 kilos et être absolument terrifiant. Ouais, c'est clair, mais parce qu'il est, je pense il est authentique en fait, et c'est ça qui parle aux gens. Et justement, ce move-là de dire ah tiens, toi aussi t'as gagné, toi aussi t'es bien classé, bah vas-y, je te prends là dans 20 jours. C'est classe, c'est classe. Et il faut ça dans des catégories comme les flyweight, parce que les flyweight, on s'en tape un petit peu, tu vois. S'il n'y a pas ce petit truc en plus là, on s'emmerde un peu. Je pense qu'il a très bien compris Figueiredo. Pareil, je pense sauf Pépin au niveau du cutting, je pense quand même qu'il part favori contre Moreno. Et je pense que clairement pour moi ce combat-là c'est un combat pour le coup pour patienter parce que l'UFC avait cruellement besoin mine de rien d'un main event pour cette UFC 256. Ils se sont dit qui est dispo, qui est chaud. Les deux ils s'en sont sortis sans rencontre du combat précédent. Ils se sont fait allez on va organiser celui-là. Ah mais c'est cool. Bon après c'est cool, mais ça illustre aussi un peu quelque chose que je regrette en général sur cette année qui s'est déroulée là en MMA. Et je crois que Rust en parlait aussi, je ne sais plus dans quel un podcast où je n'étais pas présent. J'étais assez d'accord avec lui, c'est que c'était cool cette année, mais néanmoins c'est un peu chiant d'avoir eu plein de combats un peu au rabais où les mecs n'ont pas pu se préparer convenablement, où c'était des short notice et tout. Enfin, nous, en fait, on aime ce sport parce qu'on a envie de voir un mec se préparer à fond pour tel type d'adversaire qui lui-même va se préparer à fond et ça va donner une performance de ouf parce que les mecs auront bossé et sont dans les meilleures conditions pour s'affronter l'un l'autre et donc ils se battent, sauf blessure ou trucs comme ça, mais ils se battent à leur meilleur en fait. Et là, c'est vrai que 21 jours, certes, ils se sont pas épuisés sur leur dernier combat, Figueiredo et Moreno, mais ils seront pas, je pense pas qu'ils soient au top en revanche les deux. Ça m'étonnerait pour les raisons que tu as évoquées. J'aime bien Moreno est sur une bonne série de victoires. Bonne série de victoires. Après, qu'est-ce que je peux dire de Moreno vraiment je suis pas j'aime bien son style, mais il peut très bien surprendre, je pense, Figueiredo. Mais il n'y a rien qui ressort en particulier en fait de lui. Je pense qu'il fait à peu près tout bien, mais comme beaucoup de gens de cette catégorie-là, il a un bon sol, il est difficile à maintenir au sol et il sait à peu près tout faire. Le truc, c'est que Figueiredo... Non, c'est un bon contender, mais il n'a pas ce truc qui fait
Figueiredo, voilà, c'est ça, c'est que il a un côté, surtout depuis qu'il s'est professionnalisé, il avait avant un côté un peu foufou, un peu chien-fou qui pouvait lui jouer des tours, mais il a su canaliser et diriger cette violence. Et maintenant, il est, ouais, comme tu as dit, il fait flipper parce qu'il est technique, il fait pas beaucoup d'erreurs, et en revanche, dès qu'il a une opportunité de te finir, il la saisit tout de suite. Aussi bien debout qu'au sol. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, ouais, je pense quand même je pense plutôt du côté de Figueiredo, du coup, si je dois donner un gagnant. Et je dirais KO en round 3, je pense. Oh, putain, pareil. Ouais. KO 3e round pour Figueiredo. Après, je ne sais pas ce qui se passera pour lui, parce que c'est vrai que là, il est parti quand même pour bien nettoyer la catégorie. Hein. Il y a Askar Askarov ouais, peut-être, ouais. Qui est le digne représentant des chaînes wrestlers, mais en flyweight, on n'en avait pas eu. Et il est assez impressionnant. D'ailleurs, il a rencontré Moreno, mais honte à moi, j'ai pas vu le combat. Je sais juste que ça a été un split draw. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai pas envie d'avoir d'avis là-dessus sans l'avoir vu. Donc j'essaie de le voir avant. J'essaie de le voir avant le combat. Figueiredo, Moreno, ça m'en dira peut-être un peu plus sur les deux gentlemen. Et puis Pantora, ouais, qui avait donc perdu contre Askarov lors du dernier combat, là aussi sur la Fight Island, mais c'est vrai que ça avait été assez disputé. Bien, bah voilà, 12 décembre pour cette UFC 256, n'hésitez pas à balancer vos pronostics en commentaire et à nous pourrir si éventuellement nous avons tout faux, ou alors nous couvrir de louanges si nous faisons un parfait 5 sur 5. Mon cher Polylomso, à très très vite. Opération 50 G's bat son plein. Là, il ne reste plus beaucoup de temps pour atteindre les 50 000. Ça va être très chaud. Mais nous ne lâchons rien. Big shout out à MySweetProtein, moins 38%. Avec le code la sueur, surtout MyProtein, et moins 10%, surtout Venom. Avec le code la sueur. Salut.